Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une affaire qui va concerner un pays du nord de l'Europe. Cela faisait longtemps qu'on n'était pas retourné dans ce coin de la planète, c'est chose faite aujourd'hui avec notre histoire qui, vous allez le voir, est totalement rocambolesque. Mais comme d'habitude et pour montrer votre soutien qui est toujours de plus en plus conséquent, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens de mon compte Instagram, Twitch et TikTok, la petite nouveauté. Tout ça est disponible, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Oh, je vous sens impatient pour cette histoire, mais vous savez quoi? Bonne nouvelle, on commence. Nous sommes le 7 décembre 2017, en début de matinée, et le soleil vient tout juste de poser ses premiers rayons. Sur une route, non loin de la ville allemande de Flensburg, une ambulance est sur le chemin retour pour rejoindre l'hôpital auquel elle est affectée. Celle-ci est devancée par une voiture qui avance à une allure normale, lorsque soudain, un jeune homme saute du véhicule depuis le siège arrière, devant les ambulanciers stupéfaits. Le conducteur de la voiture, depuis laquelle ce jeune homme vient de sauter, étonnamment, ne s'arrête pas, et au contraire, il accélère, laissant ce dernier au sol. Les ambulanciers, perplexes face à la situation qu'ils viennent de vivre, et à deux doigts d'écraser le jeune homme, se mettent sur le bas-côté afin de lui apporter une assistance. Après un premier coup d'œil, les secouristes se rendent compte du mauvais état dans lequel se trouve la personne en face d'eux. En effet, l'homme paraît très sale, il a une brûlure sur le dos de la main et ne porte aucune chaussure, de quoi laisser songeurs les ambulanciers. Les secouristes entament une discussion avec cette personne et ils relèvent aussitôt les propos confus qui leur sont exposés. Effectivement, le jeune homme indique qu'il vient d'être kidnappé et que s'il a sauté du véhicule en marche, c'était tout simplement pour échapper à ses bourreaux. Les ambulanciers, surpris, se regardent d'abord mais ne posent pas plus de questions. Ils sont avant tout là pour effectuer un premier diagnostic avant d'amener l'homme à l'hôpital. Et celui-ci n'y restera pas bien longtemps, puisqu'après de premières analyses médicales, il est conclu qu'il ne souffre d'aucune blessure grave. Mais ses propos tenus auprès des ambulanciers vont le conduire directement à la seconde étape, le poste de police. Les agents sont prêts à écouter la version de l'homme et la prennent très au sérieux. Ils vont en discuter avec lui durant 5 heures. Un véritable interrogatoire qui s'avérera fructueux puisqu'ils vont récolter pas mal d'informations sur la personne qu'ils ont en face d'eux. Il s'agit d'un jeune Suédois, âgé de 21 ans, qui étudie le théâtre à l'université et qui se prénomme Félix Nibéry. Et celui-ci répète tout naturellement la version de l'histoire qu'il avait détaillée aux ambulanciers, mais cette fois-ci à la police. Et face aux enquêteurs, il va ajouter une chose, et non des moindres. Il avance que quelques heures auparavant, il se trouvait en Suède, où il a tué l'un de ses amis avec une hache, avant d'être lui-même kidnappé et conduit en Allemagne. Sacré détail quand même. Le premier sentiment des enquêteurs est que Félix souhaite faire l'intéressant devant eux, et ils envisagent même d'appeler un hôpital psychiatrique. Mais dans un second temps, les agents de police se sont dit « C'est vrai, on est fonctionnaire, mais on est aussi de la police. Du coup, on va aller vérifier la version. » Donc, dans un effort monumental, la police allemande décroche le téléphone et appelle ses homologues suédois pour demander si dans les dernières 24 heures, il n'y a pas eu un crime similaire à celui décrit par Félix. Bon, le seul inconvénient, c'est que la police allemande n'arrive pas nécessairement avec les informations les plus précises, puisqu'ils vont répéter ce que l'homme leur a dit. Et les détails qu'il a fournis sont les suivants. Il a tué son ami dans une forêt qui se trouve à peu près 1 heure de Göteborg. Mais je suis quelque peu mauvaise langue, car Félix a également apporté un élément très précieux. Il explique que des vêtements ensanglantés ont été jetés par-dessus un pont qui se trouve dans la même zone où le meurtre a été commis. Et ceci est une indication fondamentale, puisque grâce à cette information, la police suédoise situe exactement l'endroit où pourraient se retrouver ces indices. Les enquêteurs suédois, à l'instar de leurs homologues allemands, ne pensent pas qu'ils vont retrouver quoi que ce soit au niveau de ce pont, mais par acquis de conscience, ils vont tout de même envoyer une patrouille. Et effectivement, lorsque les agents de la patrouille atteignent ce pont, ils découvrent des habits ensanglantés. Et pas un tas de vêtements avec quelques gouttes de sang dessus. Non, la personne qui portait ces vêtements a perdu plusieurs litres, au point qu'il aurait pu en mourir. Et si l'on en croit Félix, la victime est décédée. Et alors que s'est-il passé? Et Félix dit-il vraiment la vérité? Félix est un garçon décrit par ses amis et sa famille comme étant tout à fait normal. Il vaque à des occupations ordinaires et n'a eu jamais aucun problème avec la justice. Et
Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, il étudie le théâtre à l'université de Göteborg et, a priori, il se débrouille plutôt bien. En parallèle de ses études, et grâce à elle, il donne des représentations dans un théâtre de la ville, et il avait d'ailleurs invité sa famille et ses amis à venir le voir pour la première. Et parmi les invités, il y a une jeune femme nommée Maria qui est la colocataire de Félix. Elle et lui avaient tous deux emménagé plus ou moins à la même période dans le logement du propriétaire Magnus Natchki. Magnus, qui lui également vivait dans la propriété, et donc il partageait ce logement à trois. Magnus, le propriétaire, était ouvertement homosexuel. Il était décrit par ses proches comme une personne au grand cœur, et c'est vrai qu'il était engagé dans des associations pour aider son prochain. Maria, quant à elle, également est une personne tout à fait normale, et la colocation se passe très bien entre ces trois individus. Mais nous voici le 6 décembre 2017. Ce matin-là, Maria a quitté la colocation pour rejoindre son petit ami avec qui elle a passé toute la journée. Elle n'est rentrée que le soir, vers 20h. Mais à son retour, lorsqu'elle arrive devant la porte de chez elle, eh bien cette dernière n'est pas verrouillée. Et Maria trouve ça étrange. De plus, lorsqu'elle pénètre à l'intérieur du logement, il y a toutes les lumières allumées. Pourtant, il n'y a absolument personne dans la colocation. Par ailleurs, d'autres éléments perturbent Maria, comme cet ordinateur posé sur une table avec un film en lecture, ou bien encore ce linge qui vient tout juste d'être lavé, mais qui est laissé à l'intérieur de la machine. La jeune femme indique que cette situation était similaire à celle d'une personne qui avait subitement stoppé toutes ses occupations pour sortir dans la précipitation. Maria trouve cela étrange, mais pas inquiétant pour autant. Une personne a très bien pu connaître une urgence. Elle se dit que l'un, voire les deux colocataires, pourraient réapparaître très bientôt. Ainsi, elle s'installe sur le canapé, mais finit par s'assoupir, jusqu'à ce que le son d'une alarme la réveille. Il s'agit du téléphone de Félix, dont une alarme était réglée pour sonner tous les jours à la même heure. Maria se rend dans la chambre du jeune homme et constate que le téléphone portable se trouve sous son lit. Connaissant Félix, elle sait que ce comportement est surprenant de sa part. Pourquoi aurait-il laissé son téléphone sous son lit? Et elle commence à s'inquiéter. Elle pense que ces deux colocataires pourraient être ensemble. Elle contacte donc Magnus sur son téléphone. Mais l'appel n'aboutit pas. Néanmoins, quelques minutes plus tard, elle reçoit un SMS de sa part. Dans son message, Magnus explique qu'il doit se rendre dans le sud de l'Europe pour rencontrer quelqu'un. Et comme il a consommé beaucoup de médicaments, c'est Félix qui doit l'aider et le conduire. Maria, connaissant le passé de Magnus, sait que ce dernier a un ancien petit copain qui vit en Espagne, auprès de qui il était très attaché. Immédiatement et naturellement, elle pense qu'il se rend vers cette destination pour essayer d'arranger les choses et de se remettre avec lui, et qu'a priori, Félix a décidé de l'aider dans cette tâche. Et pour en avoir le cœur net, elle appelle à nouveau le numéro de son colocataire et propriétaire. Une nouvelle fois, l'appel n'est pas pris par Magnus, qui envoie un SMS en disant qu'il la rappellera aussi vite que possible. Et ce message n'arrivera jamais. Félix est toujours avec la police allemande, qui souhaite obtenir plus de détails sur ce meurtre. Le jeune homme va donc détailler son emploi du temps la veille du crime, et il indique qu'il avait trop dormi et il était en retard. Il était censé travailler sa représentation avec un ami. Il s'est donc levé, s'est brossé les dents, se préparer et s'apprêter à sortir lorsque l'on a sonné et toqué à la porte. C'est Magnus qui s'est chargé d'ouvrir, Félix se trouvant dans une autre pièce, lorsqu'il a entendu, depuis là où il se trouvait, des cris et des heurts. Quelque peu inquiet des événements qui sont en train de se dérouler chez lui, Félix se dirige vers la porte d'entrée et il constate qu'il y a trois hommes qui sont entrés de force. Magnus, avec les yeux écarquillés, regarde Félix et lui indique que les trois hommes veulent le frapper. Il rejoint donc Magnus pour tenter de lui apporter son aide, mais les trois hommes vont finir par les contraindre à s'asseoir. Les deux hommes sont installés sur des chaises et les trois individus leur disent de se taire absolument. Lorsque l'un des trois intrus prend la parole et il explique que Magnus a agressé sexuellement un enfant de l'un des trois qui se trouve dans cette pièce et il demande une compensation financière pour ces méfaits. Sans que quiconque puisse répondre, ils indiquent aussitôt à Magnus de leur fournir le code de sa carte bancaire ainsi que les identifiants de connexion à sa banque en ligne. Magnus cède et donne effectivement le code de sa carte bancaire ainsi que les identifiants pour se connecter en ligne à sa banque, mais en parallèle de ça, il explique qu'il n'a rien à voir avec ce que les hommes lui reprochent.
Il ajoute que jamais il n'aurait fait de mal à un enfant et qu'il n'est absolument pas un pédophile et que les hommes se trompent totalement. Mais les 3 individus sont sourds aux justifications de Magnus et continuent de parcourir les comptes bancaires de celui-ci. L'un d'entre eux, le plus virulent et certainement le chef du groupe de ces 3 personnes, est Peter Holberg. Et il est accompagné d'Immanuel Echeverry Malan et de Tobias von Borstel. Il n'hésite pas à menacer de mort tant Magnus que Félix s'ils n'obtiennent pas l'argent qu'ils souhaitent. Et ces hommes ne plaisantent pas. À chaque obstacle pour obtenir leur argent, ils vont torturer Magnus, n'hésitant pas à lui verser par exemple de l'eau bouillante sur les cuisses. Ils vont également le rouer de coups, sans ménagement. Mais une chose étrange est qu'il ne touche absolument pas à Félix. Et ce dernier, si terrifié, fait en sorte que les hommes l'oublient totalement. On entend à peine le son de sa respiration. Magnus est dans un mauvais état, mais les hommes n'en ont pas fini avec lui. Et Peter indique même que s'il tente de s'enfuir, il y a l'un de leurs collègues à l'extérieur qui tient une arme et abattra le premier des 2 qui sortira. Vérité ou mensonge, quoi qu'il en soit, les 2 hommes sont en bien mauvaise posture. Même si honnêtement, vu comment ça se passe, je pense que je tenterai la fuite. Tiens, vous pouvez me dire en commentaire alors, vous restez ou vous fuyez? Bref, les hommes finissent par obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire des emprunts bancaires, et ils donnent le téléphone à Félix et lui ordonnent de jouer le rôle de Magnus, qui est bien trop mal en point pour parler au téléphone. La banque, qui est au bout du fil et qui souhaite faire une vérification, n'y voit que du feu et transfère les fonds. Parmi les multiples tentatives, il y en a une qui va fonctionner et ce sont à peu près 8 000 € qui vont être transférés sur le compte de Magnus. L'un des individus se dirige aussitôt vers l'un des distributeurs automatiques pour retirer de l'argent. Sur le chemin retour, celui-ci va faire quelques emplettes. Il va acheter de la nourriture, de l'alcool et des drogues. Peu de temps après midi, les hommes ayant obtenu ce qu'ils souhaitaient, ils estiment que désormais ils doivent partir, mais avant tout, il faut nettoyer l'endroit où ils se sont rendus. Une fois les traces de leur passage enlevées, ceux-ci emmènent Félix et Magnus sur la banquette arrière d'une voiture où ils vont leur mettre sur la tête un masque. Et le calvaire de Magnus ne s'arrête pas pour autant, puisque durant le trajet, l'un des hommes va forcer le propriétaire à ingérer de l'alcool ainsi que des drogues. Et cela ne fonctionne pas, malgré la forte dose d'alcool et les produits stupéfiants qui sont ingérés de force, il ne tombe pas dans les pommes et ne s'endort pas. À ce moment, le plan va changer. L'un des 3 hommes prend son téléphone et appelle une personne, et subitement, le changement de route se fait. La voiture s'approche désormais d'une cabane, et un homme d'âge moyen leur ouvre le portail de la propriété. Magnus est traîné à l'intérieur de cette modeste bâtisse, où il est violemment roué de coups. Les coups de poing et les coups de pied pleuvent, et il force toujours Magnus à boire plus d'alcool. Ce passage à tabac dure des heures, mais Félix, lui, est toujours là, et il n'a aucun souci avec les hommes. Il arrive même que par moments, ils sortent pour aller fumer une cigarette. Et même à certains moments, il est accompagné par les individus. Pendant un instant, au cours de cette journée, Félix se retrouvera seul avec un homme qu'il raccompagnera à son domicile puisque ce dernier avait oublié son portefeuille là-bas. Et lorsqu'ensemble, ils retournent à la cabane, ils repartiront presque aussitôt, puisque Peter va indiquer aux 2 hommes qu'il faut louer une voiture absolument. Félix est donc conduit en ville, dans un centre de location de voitures, où il n'est pas accompagné par l'individu. Pourtant, il va effectivement louer une voiture à son nom et repartir avec ce dernier. Et à aucun moment, alors que Félix était seul à l'intérieur de l'agence de location de voitures, il n'a demandé d'aide ou a sollicité l'appel de la police des employés qui se trouvaient là-bas. Il a décidé de suivre à la lettre les instructions qui lui ont été fournies et il est reparti avec l'un des individus en direction de la cabane. Et durant ce laps de temps, l'état de Magnus s'est encore aggravé. Il a énormément souffert et il est quasiment mort. Les violences étaient si brutales que l'un des hommes, Tobias, a décidé de ne plus rester dans la petite cabane et est resté à l'extérieur. Malheureusement pour Magnus, cela ne convainc pas les hommes d'arrêter et au contraire, ils vont reprendre les sévices qu'ils lui infligent en incluant cette fois-ci Félix. Un pied de biche lui est donc donné et il lui est ordonné de casser les jambes de Magnus. Félix, contraint par tous ces hommes, s'exécute et broie littéralement les os des jambes de son propriétaire. Finalement, Peter, le chef du groupe, va prendre la décision d'arrêter les tortures. Mais non pas pour libérer Magnus, il est temps cette fois-ci de le tuer. Immanuel doit donc accompagner Félix dans la forêt avec Magnus
et c'est Félix qui va devoir l'exécuter. Et pas seulement, il va également devoir le démembrer. C'est la raison pour laquelle ils remplissent le coffre de la voiture de sacs. Ils traitent Magnus à peine conscient dans la voiture et emmènent une hache. La voiture démarre et ils se dirigent vers l'endroit de la mise à mort. Et juste avant, un petit verre dans une station-service qui se situe à mi-chemin entre la ville de Göteborg et Uddevalla. Et ça peut paraître fou, mais oui, c'est bien ce qu'ils ont fait, ils ont pris un verre. Félix dira bien à Emmanuel qu'il souhaite s'enfuir, mais ce dernier va lui dire non, et Félix répondra « d'accord » et retournera dans la voiture. Ils atteignent finalement une route de campagne qu'ils vont emprunter pour s'enfoncer dans les bois. Magnus est sorti de la voiture, et malgré des jambes fracturées, il est forcé à avancer dans la forêt plus profondément. Félix tente de rassurer son ami, mais ce que Magnus ne sait pas, c'est que Félix tient la hache. La nuit commence à tomber, et dans ces bois, il est presque impossible de distinguer autre chose que des silhouettes à quelques centimètres de soi. Et les hommes continuent d'avancer et de s'enfoncer dans les bois. A noter encore une fois que Félix ne va rien tenter, alors même qu'à présent il détient une hache. Certes, Emmanuel est derrière lui, Magnus devant, et il ne tente rien. Il avance simplement, et lorsqu'il arrive au point où Emmanuel les arrête, il doit s'exécuter à présent et tuer son ami. Et sans montrer aucun signe de résistance, Félix porte un lourd coup de hache sur Magnus. Celui-ci est tué, puis déshabillé. Les vêtements sont placés dans l'un des sacs plastiques que les hommes avaient emmenés, et le cadavre de Magnus, lui, posé à l'arrière de la voiture. Et comme vous le savez, ce sac, contenant les vêtements ensanglantés de Magnus, sera jeté par-dessus le pont lorsque les hommes passeront à nouveau par là. Félix explique aux agents de police allemands que si les hommes ne l'ont pas tué, c'est tout simplement parce qu'ils pensaient encore avoir besoin de lui, au cas où la banque déciderait d'appeler à nouveau et lancer de nouvelles vérifications. Et Félix, dès lors qu'il a compris qu'ils n'avaient plus besoin de lui et qu'ils auraient finalement cet argent, a pris la décision de sauter en dehors du véhicule qui était en train de rouler en Allemagne. Et c'est précisément à ce moment qu'il a été récupéré par les ambulanciers et conduit à l'hôpital. Mais l'histoire de Félix contée aux enquêteurs est-elle totalement vraie ? Le même jour où Félix a sauté de la voiture, 2 de ses occupants se sont rendus dans une bijouterie dans la ville de Flensburg, en Allemagne. L'attitude quelque peu suspecte de ces personnes au sein de la bijouterie ont failli conduire les employés à appeler la police. Mais lorsque les hommes se sont adressés aux salariés de ce magasin et ont commandé pour une forte somme de bijouterie, ces derniers se sont rétractés. Lors de cet achat, c'est la carte de crédit de Magnus qui a été utilisée. Les agents de police qui ont étudié les images de vidéosurveillance ont pu confirmer que Félix ne se trouvait pas avec eux. Un premier indice qui, a priori, vient étayer la version du jeune homme de 21 ans. D'ailleurs, quelques heures plus tard, les 3 hommes seront interpellés au Danemark après qu'un mandat d'arrêt international ait été délivré à leur encontre. Peter, Emmanuel et Tobias sont interpellés, et les 2 premiers ne sont pas des enfants de cœur. Peter Holberg, âgé de 30 ans, a déjà séjourné dans les prisons suédoises. Une première fois pour une agression, mais surtout la seconde pour un meurtre. À l'époque, l'un de ses voisins avait refusé de lui prêter sa voiture. Ceci aurait énervé Peter, qui serait allé chercher une poêle à frire et aurait tabassé son voisin avec cet objet jusqu'à ce qu'il soit mort. Lors de cet incident, il était âgé de 18 ans et a donc purgé 4 ans d'emprisonnement suite à ce crime. Emmanuel Malan, âgé de 19 ans, quant à lui est aussi connu des services de police, mais pour des délits mineurs. Chacun des 3 hommes sont emmenés dans l'une des pièces du commissariat pour être entendus, mais aucun ne va parler. Mais bien que la coopération soit réduite à néant avec ces 3 individus, la police continue de progresser, notamment grâce au témoignage de Félix. Finalement, la petite cabane où Magnus avait été traîné pour être torturé est retrouvée et les agents vont toquer à la porte de celle-ci. C'est un homme âgé de 40 ans qui ouvre la porte avec un petit chihuahua et ce petit animal appartenait à Magnus. Il est évidemment interpellé et le lieu est scruté et analysé par la police scientifique car il y a énormément de sang. En un seul coup d'œil, les agents ont pu comprendre le drame qui s'était déroulé à cet endroit. Et malgré tous ces éléments, le corps de Magnus n'est toujours pas retrouvé. Et il n'y a qu'une personne prête à coopérer pour essayer de retrouver la dépouille de Magnus, c'est Félix.
La police va donc l'utiliser et sillonner avec lui les routes de campagne et les différents sentiers pour qu'il se rappelle l'endroit où il a exécuté son propriétaire. Mais Félix est incapable de situer précisément l'endroit où il a asséné le coup de hache à Magnus, tout simplement parce qu'il faisait déjà nuit et qu'il était très difficile de prendre des repères. Mais finalement, les enquêteurs n'auront ni besoin de Félix, ni de Peter, Emmanuel ou Tobias. Car un citoyen suédois qui se baladait dans les bois où a été exécuté Magnus vient de tomber sur son corps. Et l'enquête s'accélère d'autant plus lorsque le téléphone portable de Magnus est retrouvé dans la cabane où il avait été torturé. Et celui-ci contient des éléments troublants. Il y a des photos du corps de l'homme alors qu'il vient d'être battu. Et surtout, il y a des vidéos. Et cette dernière est dure, très dure à regarder. On peut voir Magnus en train de supplier ses agresseurs alors qu'il est ensanglanté au sol. Il est également possible de voir le moment de l'exécution de Magnus. Et surtout, d'observer Félix donner des indications à Magnus, et notamment de s'allonger en écartant les bras loin de sa tête. Le jeune homme lui dit qu'il doit le faire, il n'a pas le choix, et quelques instants plus tard, la hache tombe sur Magnus. Mais celui-ci ne meurt pas sur le coup. Au contraire, il crie d'agonie avec une hache plantée dans son corps. Emmanuel, qui tient la caméra, enjoint Félix de recommencer et de le tuer. Il doit mourir. Et à cet instant, il y a un moment dans la vidéo qui rend perplexe les agents de police, puisque Félix, lorsque Emmanuel lui dit de recommencer et de planter à nouveau Magnus avec la hache, se met à sourire. Et par la suite, il enchaîne les coups avec l'objet tranchant à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Magnus meure. Et cette vidéo commence à remettre en cause la version de Félix. Était-il réellement forcé à réaliser tout ça? Puisque d'une part, la vidéo diffère largement de ce qui avait été exposé par Félix, il n'a pas donné qu'un seul coup, il en a donné plusieurs et a souri sur la vidéo, et d'autre part, à aucun moment il n'a semblé forcé de faire quoi que ce soit. Par ailleurs, en observant les bandes de vidéosurveillance de la bijouterie dans laquelle les criminels se sont rendus, les agents de police ont pu constater que quelques heures auparavant, Félix s'était rendu avec Tobias et Emmanuel dans ce magasin. Et a priori, les trois hommes semblaient décontractés. Ils n'avaient absolument pas l'air contraints par qui que ce soit. Et un autre film de vidéosurveillance, daté après la mort de Magnus, montre les hommes ainsi que Félix en train de prendre un verre dans une station-service. Félix se retrouvant même à un moment donné seul dans la station-service pour faire un achat. On rappelle que la version avancée par Félix est qu'il craignait pour sa vie et que c'était la raison pour laquelle il avait sauté du véhicule en marche. Mais lorsque les enquêteurs sont face à ces éléments, ils sont perplexes. Ils ne semblent pas contraints par qui que ce soit et a priori, il aurait pu quitter bien avant ces trois individus. Et contrairement à Magnus, Félix n'a pas été forcé d'ingérer de la drogue ou de l'alcool, donc selon les policiers, il était en pleine capacité de ses moyens. Et si ce dernier avait agi autrement, peut-être que le sort de Magnus, lui aussi, en aurait été tout autre. Et Félix explique qu'il n'avait pas réalisé qu'il pouvait être considéré comme un assassin dans la mesure où, selon lui, il a été forcé et contraint par ces individus. C'est donc une forte surprise pour lui lorsqu'il découvre qu'il est inculpé au même titre que Peter, Emmanuel et Tobias dans le meurtre de Magnus. Durant le procès, le jeune homme de 21 ans exposera la même version qu'il a détaillée aux policiers. Selon lui, il était apeuré et il était forcé de faire les choses. Simplement, lorsque Peter est appelé à la barre, il va avoir une autre version. Selon lui, le comportement de Félix n'est qu'une façade et il appuie sur le fait que c'est un étudiant en théâtre et qu'il peut très bien forcer et cacher des émotions. D'ailleurs, au cours de la procédure, seul Félix semble réagir avec émotion à ce qu'il se passe, les trois autres suspects bronchant à peine. D'ailleurs, si ces trois-là n'ont pas parlé, c'est parce que derrière il y avait une stratégie. Rien ne les forçait à admettre quoi que ce soit à la police. La tactique étant ici, de ne rien dévoiler avant la fin de l'enquête, pour ne pas aider à sa progression, et découvrir tous les éléments que les policiers ont en leur possession au moment du procès. Et de cette façon, les trois suspects, les trois mis en cause, pourront coller leur version avec celle des policiers et ne pas être condamnés plus fortement. Et bien entendu, ceci est un jeu à double tranchant. Cela pourrait éventuellement fonctionner, mais les magistrats ainsi que le procureur et les avocats savent très bien que c'est une stratégie souvent utilisée de la part des accusés. Et ils vont d'ailleurs cibler Félix. Ils expliquent
que ce dernier leur était inconnu. Jusque-là, ils l'ont rencontré et Félix aurait proposé de louer une voiture. Celui-ci aurait proposé ensuite une fête à Amsterdam où ils seraient allés, puis auraient continué leur trajet jusqu'en Allemagne. Et à ce moment, le jeune homme de 21 ans aurait parlé d'un meurtre et leur aurait montré cette vidéo. Ils affirment qu'à partir de cet instant, Félix est devenu complètement incohérent et que c'est eux qui ont décidé de le mettre hors de la voiture. Et que c'est dans ces circonstances que Félix a été extrait du véhicule et que les ambulanciers l'ont récupéré. Emmanuel, que l'on entend sur la vidéo mais que l'on ne voit pas, explique que ce n'est pas lui qui tenait la caméra et qu'il ne sait pas qui était avec Félix. Et lorsque les sanctions tombent, eh bien, tout le monde va prendre dans cette histoire, y compris Félix. Le tribunal considère effectivement qu'il a subi certaines pressions, mais qu'il avait suffisamment de moments pour s'échapper, voire prévenir la police, et surtout, éviter de tuer Magnus. Par conséquent, la condamnation est la suivante. 10 ans d'emprisonnement. Emmanuel, pour sa participation au crime et avoir filmé le meurtre de Félix, est lui condamné à 12 ans d'emprisonnement. Peter, le chef du groupe, est lui condamné à 6 ans d'emprisonnement, mais parce qu'il n'a pas participé directement au meurtre de Magnus. Et enfin, Tobias, qui s'était enfui au cours de la torture, a été condamné à 2 ans et 10 mois d'emprisonnement. Les 4 hommes feront appel de ces sanctions, mais seront à nouveau condamnés un peu plus lourdement d'1 année d'emprisonnement chacun. Une bien triste histoire au cours de laquelle un mort aurait pu être évité. Je n'arrive pas à m'enlever de l'esprit qu'en réalité, Félix avait peut-être pris du plaisir au moment d'assassiner Magnus. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion. Est-ce que selon vous, Félix, en réalité, a profité de cette situation pour prendre du plaisir à travers ce meurtre? C'est évidemment une opinion purement personnelle et le comportement est bien trop suspect pour ne pas se poser de questions. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en activant la petite cloche. Vous trouverez dans la description Instagram, Twitch et TikTok. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao.